Alors, dans l'actualité de ce vendredi, c'est déjà le milieu du mois de novembre. On est déjà le 15 novembre aujourd'hui. Quand on dit que ça passe vite, là, dans 6 semaines, 5 semaines, ce sera le temps des fêtes. J'espère que vous avez commencé à déjà faire vos emplettes parce que le temps se bouscule. Ça va vite. Les journées sont occupées. Alors, j'espère que vous avez pensé là, que dans 5 semaines, on sera à l'orée du temps des fêtes. Donc, pour l'instant, ben, si on parle du temps des fêtes, n'attendez pas de carte de Noël aujourd'hui, et même pour lundi, parce que nous apprenions ce matin, selon Radio-Canada, que les travailleurs de Poste Canada sont en grève. D'ailleurs, ils l'avaient mentionné cette semaine, ils avaient informé l'employeur, les syndiqués, ils avaient informé l'employeur que il ferait, là, au moment jugé opportun, il déclencherait une grève de 72 heures. Bien, on est en plein dedans. Donc, c'est 55 000 travailleurs de Poste Canada, travailleurs et travailleuses, bien sûr, qui sont en grève après avoir échoué à conclure une entente négociée avec leur employeur. Donc, on affirme du côté syndical que très peu de progrès ont été réalisés dans le processus de négociation. Le syndicat des postes a émis un avis de grève 72 heures plus tôt, comme je le mentionnais durant la semaine, affirmant qu'il réclamait des salaires équitables, des conditions de travail plus sûres et d'autres améliorations depuis près d'un an de négociations. Et je vous disais, quand on avait la grève des débardeurs cette semaine, pourquoi qu'on attend toujours à l'extrême limite un an de négociations? Venez pas me dire qu'il n'y a pas eu des discussions. OK, on n'est pas à la table de négociation et je n'ai jamais négocié ni d'un bord ni de l'autre. Donc, facile pour moi de dire ça. Mais j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi on attend toujours à l'extrême limite. Pourquoi on attend que la grève arrive ou le lock-out, peu importe là, de quel côté on se place. Et c'est pas, je discute pas là, du patronal ou du syndical. Je discute et je me pose la question à savoir pourquoi on attend à l'extrême limite et qu'on attend une grève. Et cette semaine, on a vu là, que ça s'est réglé très rapidement là, parce que le ministre du Travail était intervenu. Moi, je ne comprends pas pourquoi, après un an, c'est long, 12 mois, là, pour s'asseoir à la table puis négocier, puis de régler, de trouver une solution. OK, peut-être qu'il n'y en avait pas de solution de part et d'autre, là. Mais ce matin, bien, les postes sont en grève. Je viens de le mentionner. On est à 5 semaines du temps des fêtes. Donc, ça va se bousculer, là. C'est sûr, attendez-vous, là, qu'il va y avoir du retard dans presque tout, que ce soit au niveau de la poste, des colis. Bon, et là, bien, le temps des fêtes, c'est le temps pour envoyer des cartes de Noël ou encore envoyer des cadeaux par la poste. Puis le Père Noël aussi, les enfants avec le Père Noël. Alors, c'est ça. Bien, on est en grève ce matin du côté de Poste Canada, donc n'attendez pas de poste dans votre boîte à mal aujourd'hui, il n'y en aura pas. 13,6 millions de dollars aux organismes œuvrant en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. C'est la ministre des Relations internationales et de la francophonie, ministre responsable de la condition féminine et députée de Chute de la Chaudière, Martine Biron, qui annonçait l'octroi de ce montant là, pour soutenir des initiatives menées par des organismes communautaires œuvrant en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. On sait qu'il y a encore eu une dame là, qui est décédée cette semaine des suites, qui serait décédée des suites de violence conjugale. Alors, c'est, je pense, un montant approprié. Et on sait qu'il y a beaucoup d'organismes qui interviennent dans notre région. C'est pour ça que je trouvais ça pertinent qu'on puisse parler de cette nouvelle-là, pour ce montant-là. Je ne sais pas combien nos organismes locaux ou régionaux auront de cette enveloppe, mais quand même, il y a des organismes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'argent. Je pense au Havre des femmes. Là, on a encore rencontré Karine Boutin cette semaine. D'ailleurs, elle sera sur nos ondes prochainement là, pour nous parler de différentes formes de sollicitation pour être capable. Parce que, bon, Karine nous racontait que elle, son organisme, là, je parle toujours du Havre des femmes, son organisme a été amputé de beaucoup d'argent. Et là, ben, ça crée des difficultés et la demande est de plus en plus forte. Donc, le gouvernement coupe les subventions ou les aides à ces organismes-là
Et de l'autre côté, bien, les besoins augmentent tout le temps. Alors, je salue Mme Biron et son gouvernement là, pour ce 13,6 millions de dollars pour soutenir des initiatives. Et aussi, depuis 2019, ça veut dire depuis 5 ans, c'est plus de 1,1 milliard de dollars qui ont été investis afin de mettre en place un bouquet de mesures visant à contrer la violence sexuelle et la violence conjugale. Donc, on ne peut que saluer cette initiative. Hier, 2 incendies ont été répertoriés dans la région, d'abord au cimetière de Montmagny. C'est un feu de, on pourrait dire feu de broussailles, hein? Est-ce que c'est approprié? Oui. Alors, on va justement écouter Jean Carbonneau qui a réalisé ce reportage. Puis il y a eu également un feu dans la région de Saint-Madoire, dans Bellechasse. Donc, écoutons le reportage de Jean. Les pompiers de la ville de Montmagny ont été appelés à intervenir sur un feu de broussailles au cimetière de Montmagny ce jeudi 14 novembre en fin d'avant-midi. C'est un passant qui a découvert les flammes et qui a contacté la centrale Coca à 11h44. 3 équipes de sapeurs provenant des 2 casernes de Montmagny-Cap-Saint-Ignace ont été dépêchées sur les lieux. Il s'agit d'un promontoire situé dans le rocher au nord-ouest de l'endroit, là où des personnes s'adonnent, semble-t-il, à des campements temporaires. Rencontré sur place à la fin de l'intervention, le directeur du service de la protection des incendies et de la protection civile de la ville de Montmagny, M. Pierre Boucher, a indiqué à CEMA TV Information qu'il s'agit possiblement d'un feu de camp qui se serait répandu dans la tourbe et aurait couvé un certain temps. Les hommes du chef Boucher ont donc procédé à l'extinction et se sont assurés qu'il n'y avait pas de propagation aux environs. La superficie du brasier n'est pas très importante et on ne dénombre aucun dégât. L'incendie a été circonscrit vers 14 heures. Par ailleurs, un feu dans une résidence située au 113 de la route 281 à Saint-Magloire dans Bellechasse s'est également déclaré ce même jour. Un passant a avisé les services d'urgence que de la fumée et des flammes s'échappaient du toit de la maison. Les pompiers de l'endroit et de quelques municipalités voisines se sont dépêchés à cette adresse et ont procédé aux opérations d'extinction. L'événement aurait été mis sous contrôle vers 11h10. La Sûreté du Québec n'enquête pas sur l'événement. Jean Carbonneau, CEMA TV Information, à Montmagny. À chaque année, d'ailleurs, je vous en parle à chaque année parce que dans le Journal de Québec, je trouve ça intéressant, c'est qu'on nous donne le palmarès des écoles les plus populaires, les moins, les meilleures, et on donne des notes. Aujourd'hui, c'est un avant-goût parce que demain, il y aura, je pense, il me semble que c'est 36 pages qu'on a dit, là, sur le palmarès des écoles. Et là, on va retrouver la note appropriée à toutes les écoles publiques et privées de notre secteur. Donc, lundi, soyez assurés que je vais vous en reparler. Mais là, on ne fait que nous donner l'eau à la bouche. Et d'abord, je vous rappelle, c'est dans le Journal de Québec ce matin, là, le top 10 des écoles, Montréal, Westmount, Laval, McMasterville, Montréal-Ouest, Québec, Montréal, Mirabel. On n'est pas là. Le top 10 des écoles privées, Montréal, Gatineau, Montréal, Terrebonne, Montréal, La Prairie, Gatineau, Montréal, Laval. On n'est pas là non plus. Quand même. On pourra samedi, pas samedi, parce que dans le journal de demain, il y aura tout le palmarès. Je ne sais pas, je pense que c'est 400 écoles. Il y a quand même beaucoup, il y en a beaucoup au Québec. Là. Alors, on pourra lundi vous donner où se situent nos écoles de toute la région sur la côte du Sud. Maintenant, si on regarde Chaudière-Appalaches, les écoles publiques, Saint-Charles, là, je vous l'ai dit, là, lundi, je vais vous donner l'école Cazot, puis l'école de Bon Pasteur, puis la rencontre à Saint-Pamphile, Saint-Paul-de-Montmagny aussi. Mais là, je ne les ai pas ce matin, c'est juste nous donner le top 10. Et dans Chaudière-Appalaches, les écoles publiques, 7,8, Saint-Charles, Saint-Charles-de-Bellechasse. Après ça, ça va à Lévis, Beauceville, Saint-Michel, les écoles privées, il y a Jésus-Marie de Bellechasse, là, Dina Bélanger, si vous préférez, alors qui est noté avec 5,4. Donc, et les écoles publiques, c'est ça. Alors, on donne toutes les régions là, du Québec. Là. Alors, dans Chaudière-Appalaches, pour l'instant, dans le top 10, on n'est pas dans le top 5, pardon, on n'est pas là. Lundi, je vous donnerai les notes de nos écoles de la région, comme je vous l'ai mentionné. J'ai pas eu le temps malheureusement, mais je voulais vous parler vous savez, hier, vous avez sûrement entendu parler, c'est épouvantable, quand il se passe un événement. Il faut dire que c'est un événement quand même très important, le déraillement de train qui a eu lieu à Longueuil. Et je voulais vous en parler parce que
on ne peut pas, et j'en discutais avec mon collègue Jean Carbonneau, on ne peut pas, quand on entend déraillement de train, ça nous dérange. Je ne sais pas vous, ce que ça vous fait, mais ça nous rappelle ce qui s'est passé dans notre région. Et hier, je discutais avec Jean et je disais, il me semble que c'est en 2008, le dernier déraillement de train. Alors Jean a fait une petite recherche et c'est en 2007. Alors que, si ma mémoire est bonne, c'est en février. Puis il y a eu 2004 avant, mais c'est en février 2007. Voilà. Et après ça, avant ça, c'est en 2004. Donc là, je ne peux pas vous dire ce que Jean me souffle à l'oreille parce que j'ai de la misère à entendre tout, mais quand il y a un déraillement de train, on ne peut pas rester insensible. Et là, hier, ce qui était dangereux, c'est qu'il y avait un wagon là, qui contenait du peroxyde d'hydrogène. Et Jean me racontait, parce que dans le temps, il était pompier volontaire, qu'il y avait un wagon qui contenait un certain gaz, un gaz quand même très toxique. C'était de l'ammoniac. Et heureusement, il n'a pas été perforé dans le déraillement de train parce que Jean m'expliquait que si jamais ce wagon-là, dans le dernier déraillement de Montmagny, avait percé, on aurait été obligé de mettre d'évacuer la ville de Montmagny là, à 1 kilomètre aux alentours de ce wagon. Donc, quand on regarde ça, et vous savez, le train, moi, ce que je veux vous dire, c'est que, et c'est Gilbert Normand, qui était maire de Montmagny dans ce temps-là, qui m'avait dit ça. Ça fait longtemps, je ne sais pas si ça a changé, s'il y en a moins, s'il y en a plus. Mais M. Normand m'avait dit dans le temps qu'il passait aux alentours de 25 trains par jour à Montmagny. Je ne sais pas si c'est encore ça. Peut-être que ça a diminué. Puis, mais je vous parle, écoutez, ça fait quand même longtemps de ça, là. Ça commence à être du wagon qui passe dans notre région. Là, probablement qu'il en passe moins parce que les trains... voyons, je cherche le bon mot, là, le train, tous les wagons, il y a beaucoup plus de wagons maintenant qu'il y en avait auparavant. Alors, probablement qu'il y a moins de trains qui passent, mais il y a plus de wagons accrochés après la locomotive. C'est ce que je voulais vous dire. Mais, quand même, c'est beaucoup de trains. Et quand on voit, justement, là, ce wagon qui contenait du peroxyde d'hydrogène, heureusement, là, il n'y a pas eu trop de dégâts, mais il est permis de penser qu'au nombre de trains qui passent ici à Montmagny, on n'a pas le choix, ça passe par chez nous, il faut que ça passe par chez nous. Alors, et il passe, moi, en tout cas, je trouve qu'il passe moins vite qu'avant. C'est mon constat. Alors, on ne peut pas faire autrement que d'y penser lorsqu'on voit ces déraillements de train-là, que ça peut encore nous arriver. On n'espère jamais que ça puisse nous arriver encore, mais ça fait partie de notre quotidien de penser à ça. Bon. Alors, Jean, la photo qu'il nous montre actuellement, là, c'est le déraillement de train en 1943. Vous vous souvenez probablement l'autre déraillement de train, il me semble que c'est en 1968 ou 1969, lorsque le train était rentré dans l'ancien magasin de construction de M. Gendreau. Il me semble que c'est 68 ou 69. Ouais. Bon, on va faire des recherches, puis on reviendra sur le sujet, mais il me semble que c'est fin des années 60 que ce train avait détruit là, le commerce de M. Édouard Gendreau. Lundi, on reçoit en entrevue François Proulx, qui est président, et Charles Proulx, vice-président. Ils vont nous montrer comment monter une mouche pour la pêche. C'est très intéressant. Alors, on va recevoir là, ces gens-là avec plaisir. Et aussi, je vous rappelle que c'est le Salon Santé et Mieux-être. C'est demain à l'Espace Citoyen. C'est à compter de 9h30 et c'est gratuit. Passez un bon week-end. À lundi.